Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une perspective assez vertigineuse sur le marché d'échange. L'euro face au dollar, enfin son ancêtre le Deutschmark aussi, sur plus d'un demi-siècle, depuis 1971. Oui, c'est ça. La plupart des analyses, elles regardent le court terme, les mouvements du jour, de la semaine. Voilà. Mais là, on prend vraiment du recul. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde sur 50 ans? Eh bien, c'est justement ce que propose une analyse assez fascinante. Elle a reconstitué toute cette historique long. En reliant le mark et l'euro? Exactement. Ils ont fait ce travail de continuité, DEMUSD, puis EURUSD. Et c'est vraiment crucial parce que ça permet de déceler des choses, des cycles, des tendances de très très longue durée qu'on ne voit pas autrement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette analyse, elle déterre quelque chose de potentiellement énorme, non? Ce qui ressort après une phase où le dollar a dominé, bien plus longtemps que ce que les cycles suggéraient, Oui. on serait peut-être à l'aube d'un retournement majeur en faveur de l'euro. Intriguant. Alors, explorons ensemble ce que cette étude révèle. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé exactement? C'est l'identification de patterns, des schémas récurrents, des cycles qui semblent rythmer cette paire de devises. D'accord. Et avant 2008, avant la grande crise, il y avait un schéma assez régulier qui émergeait. Des grands cycles d'environ 14-15 ans en moyenne. Bon, alors plongeons justement dans cette période de référence, 1971-2008. Comment ça se manifestait concrètement, ces cycles? Alors prenons le premier grand cycle. Il démarre juste après la fin de Bretton Woods en 1971. La fin de la convertibilité hors du dollar? Voilà. Les monnaies flottes et le Deutschmark, qui était la devise forte en Europe à l'époque, ils s'apprécient. Ils s'apprécient considérablement face au dollar pendant près de 9 ans. D'accord, une longue phase de hausse pour le mark. Mais ça ne dure pas indéfiniment, j'imagine? Non, bien sûr. La tendance finit par s'inverser. Au début des années 80 arrive ce qu'on appelle le choc Volcker. Ah oui, Paul Volcker à la Fed, l'inflation. Exactement. Il augmente les taux d'intérêt américains de façon drastique, à des niveaux jamais vus, pour casser l'inflation. Et là, ça provoque un afflux massif de capitaux vers les États-Unis. Et donc le dollar remonte en flèche. Spectaculairement, oui. Résultat, le mark allemand y repère une bonne partie de ses gains. Et ça dure environ 5 ans, cette phase de baisse, jusqu'en 1985. Donc on a un premier schéma qui se dessine là. Une longue hausse, environ 9 ans, puis une correction plus rapide, 5 ans. Ça fait un cycle complet d'à peu près 14 ans. C'est ça. Et en 1985, il y a un événement clé, c'est ça. Tout à fait, l'accord du Plaza. Il faut se remettre dans le contexte. Le dollar était devenu tellement fort que ça étranglait l'industrie américaine. Le déficit commercial était abyssal. Alors les grands pays décident d'intervenir. Oui, le G5. Ils se mettent d'accord pour intervenir de manière coordonnée sur les marchés pour faire baisser le dollar. Une action politique forte, Une intervention directe. Et avec quelles conséquences? immédiate et massive. Le dollar plonge, vraiment très vite, face au yen japonais et au Deutschmark. D'accord. Mais si on regarde un peu plus loin, les conséquences, peut-être les plus profondes, les plus inattendues, c'est au Japon qu'elles ont eu lieu. Ah oui, comme ça. L'appréciation brutale du yen a poussé la Banque du Japon à baisser ses taux très fort pour compenser. Et ça a créé une bulle spéculative énorme, immobilière et boursière. Hmm. Dont l'éclatement a mené à la fameuse décennie perdue. Exactement. C'est un exemple assez frappant des effets en chaîne, parfois imprévus, d'une décision monétaire internationale. C'est fou de voir ces répercussions à si long terme. Et donc après ce tournant de 1985, le mark repart pour un nouveau cycle face au dollar. Oui, un deuxième grand cycle démarre, et il va durer jusqu'à l'an 2000, soit à peu près 15 ans. Ça confirme le pattern précédent en fait. Toujours cette durée de 14-15 ans. Voilà. D'abord la hausse du mark, de 85 à 95. C'est logique, le dollar s'affaiblit après le Plaza, et en même temps, l'Europe s'intègre, l'acte unique, Maastricht, la perspective de l'euro. Ça porte le mark. Et ensuite, la baisse. Ensuite, une phase de baisse de 1995 à 2000. Là, c'est le retour du dollar fort. La bulle Internet bat son plein aux États-Unis, ça attire les capitaux, et puis le dollar joue son rôle de valeur refuge pendant les crises asiatiques et russes. Donc, jusqu'à l'an 2000, on a une certaine régularité cyclique qui semble bien établie. Qu'est-ce qui se passe ensuite, au tournant du millénaire? Un troisième cycle démarre.
en octobre 2000 pour être précis. L'euro vient d'être lancé physiquement, enfin scripturalement, il remplace le mark et il est au plus bas historique, autour de 0,83 $. Ah oui, je me souviens, on parlait de l'euro faible. C'est ça. Et à partir de ce point bas, s'ensuit une phase haussière de près de 8 ans. C'est vraiment la montée en puissance de l'euro qui s'affirme comme une alternative crédible au dollar. Pendant que les États-Unis accumulaient leur déficit. Oui, les fameux déficits jumeaux, budgétaires et commerciaux. Ça pesait sur le dollar et l'euro en profitait. Et cette grande hausse de l'euro, elle culmine où et quand? Elle culmine en plein cœur de la crise financière en juillet 2008. L'URUSD atteint son sommet absolu historique à 1,60. 1,60. Impressionnant. Et donc, si on suivait la logique des cycles précédents, Exactement. La logique aurait voulu 8 ans de hausse, donc on s'attend à environ 5 ans de baisse derrière. Ce qui aurait dû nous amener à un point bas vers 2013, peut-être 2015 ou plus tard. d'accord. Et c'est là, si j'ai bien compris l'analyse d'Europix, que les choses dérapent, que le beau mécanisme cyclique se dérègle. C'est tout à fait ça. L'analyse parle d'une véritable anomalie. Alors oui, il y a bien eu une baisse après le pic de 2008. Logique. Et il y a même eu des signes techniques vers 2015-2016 qui laissaient penser que la correction était peut-être finie. Un double creux autour de 1,05, un rebond. On aurait pu croire que c'était bon. Mais ce n'était qu'une pause, en fait, le plancher n'a pas tenu. Non, pas du tout. La baisse a repris. Et surtout, elle a duré. Elle a duré bien au-delà des 5 ans attendus. Ah oui. Jusqu'à quand? Le point bas final, le vrai creux, n'a été atteint qu'en septembre 2022, à 0,9532. Presque la parité. Septembre 2022. Mais attendez, de juillet 2008 à septembre 2022, ça fait combien de temps ça? Faites le calcul, ça fait 14 ans et 2 mois de baisse quasi continue. 14 ans de baisse? Mais c'est énorme. C'est pratiquement la durée d'un cycle complet. Hausse plus baisse qu'on voyait avant 2008. Un cycle entier historique, c'est une rupture spectaculaire du pattern. Comment l'analyse explique ça? Qu'est-ce qui a pu dérégler la machine à ce point? Alors, elle met en avant une conjonction de facteurs, des facteurs structurels vraiment inédits propres à cette période post-crise financière de 2008. D'accord. Par exemple? D'abord, les politiques monétaires non conventionnelles, les fameux quantitative easing, les QE. Les injections massives de liquidités par les banques centrales. Voilà. Et paradoxalement, les QE massives de la Fed américaine n'ont pas fait plonger le dollar sur le long terme. Ah bon? Mais pourquoi? Normalement, faire tourner la planche à billets, ça affaiblit la monnaie, non? Oui, on pourrait penser ça. Mais plusieurs choses ont joué contre. D'abord, le dollar a gardé son statut de valeur refuge ultime. Dans un monde devenu très incertain après 2008, tout le monde voulait du dollar. D'accord. Et surtout, les autres grandes banques centrales, et notamment la BCE en Europe, se sont mises elles aussi à faire des QE massifs. Du coup, ça a annulé en partie l'effet différentiel sur le taux de change. Tout le monde imprimait, si on veut simplifier. D'accord, ça se neutralisait en quelque sorte. Et il y a eu d'autres facteurs spécifiques à cette décennie? Oui, l'analyse incite 2 autres qui sont majeurs. D'une part, la révolution énergétique américaine. Le gaz et le pétrole de schiste? Exactement. Ça a réduit la dépendance énergétique des États-Unis, ça a soutenu leur économie, comparativement à une Europe beaucoup plus dépendante, notamment de la Russie. Oui, c'est vrai. Et le deuxième facteur? Une succession de crises qui ont soit particulièrement touché l'Europe, soit renforcé le dollar comme refuge. Pensez-y, la crise des dettes souveraines en zone euro dès 2010. Oui, la Grèce, etc. La crise migratoire, le Brexit, ensuite la pandémie de Covid-19, et puis pour finir la guerre en Ukraine et la crise énergétique majeure qui en a résulté pour l'Europe. Fou, c'est vrai que ça fait beaucoup. Un cocktail de facteurs assez négatifs pour l'euro finalement. Oui, un cocktail qui explique pourquoi cette faiblesse de l'euro a duré si longtemps, pendant une décennie et demie. D'accord. Mais l'analyse, elle ne s'arrête pas juste au constat de cette rupture. Elle essaye de voir ce qui se passe maintenant, c'est ça? En regardant des cycles plus courts. Oui, tout à fait. Face à cette anomalie du cycle long, l'étude affine son regard. Elle se penche sur des cycles de plus courte durée, de l'ordre de 2 à 3 ans en moyenne, pour un cycle complet hausse plus baisse. Et ces cycles courts, ils ont continué à fonctionner, même pendant la longue baisse? Apparemment oui, ils semblent avoir continué à opérer, mais évidemment dans le cadre d'une tendance de fond qui était baissière, ce qui veut dire des hausses plus faibles et des baisses plus fortes. D'accord. Et que montrent ces cycles courts plus récemment? Eh bien, ils permettent de mieux décortiquer la dynamique, justement. L'analyse en identifie plusieurs depuis 2017,
Chacun dure entre 2 et 3 ans environ, avec ses phases de hausse et de baisse interne. Et le dernier en date? Le dernier de ces cycles courts identifiés par l'analyse aurait atteint son point bas en septembre 2022. Précisément à ce fameux creux historique de 0,953 dont on parlait. Ah, d'accord. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse centrale de l'analyse pour l'avenir, j'imagine. Ce creux de septembre 2022, ce n'était peut-être pas juste la fin d'un petit cycle de 2-3 ans? C'est la grande question qu'il soulève. L'hypothèse majeure, et il faut le dire assez audacieuse, de cette analyse d'Europix, c'est que ce point bas de septembre 22 pourrait en fait marquer bien plus que ça. C'est-à-dire? Il pourrait marquer la fin de la très longue correction de 14 ans, et par conséquent le début d'un nouveau grand cycle haussier pour l'euro USD. Carrément. Un nouveau cycle haussier de long terme. Cycle qui pourrait durer plusieurs années, peut-être 5 à 7 ans si on se base sur la durée des phases haussières d'avant 2008. On renouerait avec l'ancien schéma, en quelque sorte. Un retournement de tendance majeure, donc. Mais quels sont les arguments pour soutenir cette vision? Parce que bon, après 14 ans de baisse, c'est pas un peu tôt pour crier victoire pour l'euro? C'est une excellente question. L'analyse avance plusieurs arguments, tout en restant prudente, bien sûr. D'abord, il y a une certaine cohérence temporelle. Le fait que la baisse ait duré 14 ans. Oui, 14,2 ans. C'est la durée historique d'un cycle complet. On pourrait dire que, d'un point de vue purement cyclique, le temps de correction est écoulé. D'accord, l'horloge cyclique serait remise à zéro. En quelque sorte. Ensuite, il y a le niveau technique qui a été atteint. Ce creux à 0,9532, ce n'est pas n'importe où. Ça correspondait à des niveaux de prix historiquement très importants, des zones de support majeures où les tendances étaient déjà inversées dans le passé. Des seuils psychologiques et techniques forts. Exactement. Et enfin, il y a l'idée, peut-être plus fondamentale, d'un possible épuisement des facteurs qui ont tant pesé sur l'euro ces dernières années. La crise énergétique en Europe s'atténue, non. Les politiques monétaires se normalisent des deux côtés de l'Atlantique. Ok. Donc, si cette hypothèse d'un nouveau cycle long haussier se vérifie, qu'est-ce que ça impliquerait concrètement pour l'évolution de l'euro-dollar dans les années qui viennent? L'idée principale, c'est qu'on serait entré dans une tendance de fond favorable à l'euro. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ça va monter en ligne droite. Non, bien sûr. Les cycles courts de 2-3 ans, eux, continueraient d'exister. Mais leur dynamique serait différente. Leur phase de hausse serait potentiellement plus forte, plus longue, et les corrections baissières seraient moins profondes et plus courtes que ce qu'on a connu pendant la longue baisse de 2008-2022. D'accord. Le courant de fond porterait l'ensemble vers le haut, malgré les vagues. L'analyse donne un exemple récent de ce possible changement de dynamique? Oui, elle regarde justement la phase qui a suivi le creux de cycle court qu'elle identifie en janvier 2025, autour de 1,018 dans leur modèle, précise-t-il. Depuis ce point-là, l'euro USD aurait repris de manière assez vive. L'article date de septembre 2025 et il notait une hausse de plus de 15% en 8 mois. Ah oui, quand même. Et dans le cadre de cette hypothèse d'un cycle long haussier sous-jacent, ils estiment que les objectifs pour cette phase de hausse en cours pourraient être significativement plus élevés que dans un contexte neutre. Ils mentionnent potentiellement la zone des 1,25-1,38 $. D'accord. Et sur le plan fondamental, quels seraient les moteurs, les catalyseurs qui pourraient alimenter cette appréciation durable de l'euro? L'étude en identifie plusieurs, potentiels bien sûr. Il y a d'abord la divergence possible des politiques monétaires. C'est-à-dire? La Fed et la BCE. Oui. L'idée, c'est que la Fed américaine pourrait être amenée à baisser ses taux d'intérêt avant la BCE ou plus agressivement. Et ça, mécaniquement, ça joue en faveur de l'euro. Logique. Quoi d'autre? On absorbe les chocs récents comme l'énergie, l'inflation. Le plan de relance européen commence à produire ses effets. L'intégration européenne continue, même si c'est lentement. Une normalisation et une reprise européenne, en somme. Voilà. Et enfin, un possible affaiblissement, peut-être plus structurel, du dollar lui-même. Ah, pourquoi? À cause de ces déficits persistants, budgétaires et commerciaux. Et puis, il y a cette idée d'une lente érosion de son hégémonie monétaire. Les pays diversifient un peu leurs réserves de change, cherchent des alternatives. Ça pourrait peser sur le dollar à long terme. Bien sûr, tout ça c'est un scénario, une hypothèse. Ce n'est pas sans risque, j'imagine. L'analyse les évoque. Ah oui, absolument. La prudence reste de mise, ils insistent là-dessus. Les risques sont bien identifiés. Une nouvelle crise géopolitique majeure, ça peut toujours arriver, et ça renforcerait le dollar refuge. C'est vrai. Une récession économique mondiale vraiment profonde aurait sans doute le même effet, ou alors une résurgence de la crise de la dette en zone euro, on n'est jamais à l'abri. Ou tout simplement des erreurs de pilotage des banques centrales, ça arrive aussi. Ok. Donc, pour résumer, si on se projette vers, disons, 2025-2029,
Le scénario central qui se dégage de cette analyse, c'est celui d'un euro structurellement plus fort qui progresserait par vagues successives. C'est ça, c'est l'hypothèse de travail. L'analyse va même jusqu'à suggérer, mais vraiment à titre indicatif, des zones cibles potentielles. Ah oui? Oui, du genre 1,25, 1,30 à court terme, puis peut-être 1,35, 1,45 à moyen terme, et qui sait, un retour vers les anciens sommets autour de 1,50, 1,60 d'ici la fin de la décennie. Waouh! Mais ils insistent bien sur le fait que ce ne sera pas linéaire, j'imagine. Ah oui, très clairement. Il faut s'attendre à une alternance de phases de hausse qui pourrait durer 12-18 mois et de phases de correction qui dureraient peut-être 6-12 mois. Tout ça au rythme des fameux cycles courts. D'accord. L'article termine en mentionnant quelques implications potentielles pour les acteurs économiques. Alors là, rappelons avec force, comme on le fait toujours, que ce qui suit est une restitution des propos de la source. Ça ne constitue en aucun cas un conseil financier ou d'investissement de notre part. C'est une précaution absolument essentielle. Donc, toujours dans l'hypothèse de ce scénario haussier pour l'euro, l'analyse suggère par exemple que pour les traders sur devises, la stratégie pourrait être d'acheter l'euro lors des replis, des corrections. Logique, dans une tendance haussière. Pour les entreprises internationales, celles qui ont des activités des deux côtés de l'Atlantique, il faudrait peut-être anticiper un euro plus fort et donc potentiellement couvrir leur exposition au dollar. Gérer le risque de change différemment. Voilà. Et pour les investisseurs à plus long terme, ça pourrait signifier envisager de rééquilibrer un peu les portefeuilles, peut-être réduire un peu l'exposition aux actifs américains au profit des actifs européens. Mais encore une fois, ce sont des pistes de réflexion basées sur leur analyse, pas des recommandations. Très clair. Bon. Pour récapituler cette exploration vraiment passionnante, basée sur l'analyse d'Europix, l'idée forte, c'est qu'après une anomalie historique, cette phase de baisse de l'euro qui a duré 14 ans, on pourrait être rentré dans un nouveau cycle long, haussier cette fois, pour la paire EUR-USD. C'est ça, une perspective qui se fonde à la fois sur la lecture des cycles passés et sur l'anticipation de nouveaux moteurs macroéconomiques. Tout en gardant à l'esprit, et la source le soulignait elle-même, je crois, que ces modèles cycliques, même s'ils ont bien fonctionné par le passé, ils doivent être constamment réévalués. L'environnement financier change si vite aujourd'hui. La volatilité, l'impact de la géopolitique, l'accélération possible des dynamiques de marché, ce sont des facteurs qu'il ne faut jamais négliger. On ne peut pas juste appliquer mécaniquement les schémas du passé. Absolument. Mais quand même, l'euro, qui flirtait avec la parité face au dollar il n'y a pas si longtemps, pourrait donc, selon cette lecture, entamer une nouvelle phase d'appréciation durable. C'est une perspective pour le moins intéressante. C'est effectivement ce que suggère cette analyse fouillée, oui. Et pour laisser matière à réflexion, on pourrait peut-être conclure avec cette interrogation qui est tirée de l'article. Il la pose non pas comme une certitude, mais comme une possibilité ouverte par l'histoire. Allons-y. Ils disent quelque chose comme « L'histoire monétaire nous enseigne que les grandes tendances finissent toujours par s'inverser. Alors, après 14 ans de domination du dollar, l'heure de l'euro pourrait-elle avoir sonné ?»